Le parc national du Banco, le zoo d'Abidjan, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro et la liste est longue. La Côte d'Ivoire regorge de nombreux potentiels en termes de tourisme. Mais malheureusement, jusqu'en 2019, la Côte d'Ivoire se plaçait à la 21e place sur le continent en termes de visiteurs. Alors quels sont les problèmes et les challenges liés à ce secteur et quelle est la politique que l'État met en place pour valoriser l'industrie locale? On en parle aujourd'hui dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Asseyez-vous confortablement, ça commence tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue. C'est un plaisir d'être en votre compagnie dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour les filles. Hello, Ça va? Ça va et vous? Ça va. Génial. J'adore ta coiffure. Merci. Je vais te le dire. Bon, j'aime vos coiffures à toutes. Hein. Vous ne soyez pas jalouse, mais j'ai remarqué. J'aime beaucoup toutes les couleurs, tout ça. Ça te va très bien. Je suis très émue. Yeah. Bon, les filles, on parle de tourisme local, enfin de tourisme ivoirien, disons, aujourd'hui dans les Femmes d'ici. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Il faut parler du tourisme africain, du tourisme local. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous êtes pour le tourisme local, c'est-à-dire vraiment voyager à l'intérieur du pays dans lequel on habite, par exemple? Ouais, en fait, ça, c'est un peu la honte parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas très voyage à l'intérieur. Mais malgré, je supporte, c'est-à-dire c'est très bien. Mais je pense que... non, mais c'est vrai, en fait. Fais pas ça. Tu vois, c'est ça le problème, c'est ça. Et j'avoue, franchement, je pense que c'est bien de valoriser tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire. Il faut voyager, il faut au maximum développer tout ce qu'on a comme richesse, même si je ne le fais pas moi-même, mais... Voilà. Ouais. Moi, j'avoue, j'ai eu l'occasion, durant mon enfance, de quand même découvrir certaines zones comme Grand Bérébi, San Pedro. Enfin, il faut connaître aussi son village, etc. Mais avec le temps et les activités, je n'ai pas encore eu l'occasion de planifier des voyages, mais j'aimerais tellement découvrir des zones comme Man, Korogo, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment, je pense, d'opportunités nous emmenant là-bas souvent. Ouais. Voilà, mais c'est important, je pense, aujourd'hui de développer l'activité, enfin, surtout touristique locale et découvrir, parce que la Côte d'Ivoire regorge de tellement de belles choses. Je vois des photos, je me dis que le monde entier devrait savoir ce qu'on a, quoi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de communication dessus. Alors, un peu comme Aurélie, j'ai eu la chance, étant petite, de faire un peu le tour de la Côte d'Ivoire avec mes parents. Ouais. Et c'est vrai qu'on a énormément de potentialités en termes de tourisme. Et de plus en plus, les jeunes s'y adonnent, Dieu merci. Ouais. Y a beaucoup de blogueurs, de vlogueurs qui font découvrir la Côte d'Ivoire à travers leurs réseaux sociaux où les jeunes sont majoritairement actifs, donc c'est très bien. Et personnellement, c'est vrai qu'il y a encore des villes que je souhaite découvrir et je pense que ça ne va plus trop tarder. Alors moi, les filles, je ne suis pas ivoirienne, comme beaucoup le savent, je pense, depuis chez eux, vous l'avez compris. Je suis une sahélienne. Et alors, moi, je viens du Niger, c'est un pays extrêmement aride. On a le désert au nord, les plaines... aride au sud. Vraiment, pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir le littoral comme ça, autant de côtes, autant de plages, autant de verdure, autant de... Je sais pas, il y a des montagnes. Il y a vraiment autant de biodiversité. C'est incroyable et je pense que c'est quelque chose à développer davantage. Après, c'est vrai que je pense que le tourisme en Côte d'Ivoire prend quand même ses marques, ça commence à se développer, il y a plein de choses qui se font, mais il en faudrait davantage et surtout, je pense, en termes d'infrastructures, d'accueil et de loisirs. En fait, je pense que comme on dit, là, quand tu as quelque chose qui t'appartient, tu ne mesures pas la valeur, tu ne te rends pas compte de ce que tu as. Il faut les autres pour apprécier ce que tu as. Quand tu prends la route même, ne serait-ce que pour aller à Yamoussoukro, les paysages que tu vois... Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique partout, j'ai l'impression. Tellement de belles choses. Je ne suis pas assez aussi allée à l'intérieur du pays, donc dès que j'aurai l'occasion, j'irai. En tout cas, comme d'habitude, les filles, on a porté la question sur la place publique et on a demandé à notre public, préférez-vous voyager à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, ou plutôt partir à l'extérieur quand vous avez un peu de vacances? On va écouter vos réponses. Je préfère passer les vacances en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de sites à découvrir. La Côte d'Ivoire est vaste, c'est 322 462 km². Et on a des régions qui sont vraiment riches. À l'ouest, à l'est, au centre, au nord. Il y a beaucoup de choses à découvrir en Côte d'Ivoire. J'estime que
il est préférable de passer ses vacances ici, soit au village ou bien voilà, dans des zones où on peut découvrir d'autres choses dans notre pays. Je préfère aller à l'extérieur encore pour mieux visiter le pays, c'est-à-dire avoir encore des renseignements plus. Comme ça, à la décision, je peux mieux expliquer à mes amis, mes camarades. Bon, moi je préfère passer les vacances ici en Côte d'Ivoire parce qu'ici il y a de bonnes choses. Je ne peux pas passer ailleurs, je préfère mon pays au fait. À l'extérieur bien sûr, parce que vraiment découvrir de nouvelles choses, connaître les pays que je ne connais pas et puis me faire des amis aussi là-bas, c'est très important dans la vie. Elle dit à l'extérieur, bien sûr. Genre, c'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Bah oui, c'est mieux ailleurs. Mais après, là, quand même, la majorité des personnes... comme ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. On cherche toujours à on découvrir. préfère toujours aller ailleurs. En fait, peut-être ça dépend de l'appréciation qu'on a des choses. L'extérieur, peut-être que c'est un peu trop bling-bling, c'est vraiment beau, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et ici, on marginalise parce Je pense que c'est pour faire genre. faire genre. Ah ouais. Après, c'est compréhensible quand tu viens de quelque part, que tu as envie de voir le monde. Ouais, Le monde est grand, il y a plein de belles choses. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup ça quand j'étais plus jeune. J'aimais voyager très loin. Bon, jusqu'à présent, j'aime toujours. Mais maintenant, de plus en plus, vraiment, je me dis, bon, même déjà, bon, pas qu'à l'échelle d'un pays, mais même au niveau du continent, il y a plein de choses à voir. Et je pense qu'il Non, c'est vrai que voyager à l'extérieur, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. C'est important de savoir, d'apprendre des cultures. Ça ouvre même l'esprit. C'est ça. Mais il ne faut pas aussi négliger qu'à l'intérieur même de notre pays, il y a des différentes cultures. C'est dommage qu'on n'arrive pas à prendre ce dont on a et chercher ailleurs. C'est ça les deux. En fait, je pense que vraiment avoir les deux. Je pense que peut-être qu'on se dit que nos cultures ici, là, peut-être qu'on est tellement habitués à ça que ça ne nous dit plus rien. Mais parfois, on te dit le nom d'une ville, tu sais absolument pas où c'est. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est bien de découvrir ailleurs, mais c'est mieux de savoir ce qu'il y a dans son pays et les richesses qu'on a, surtout qu'on en a plein. Ouais. Alors les filles, on va en parler avec nos deux invités du jour qui vont nous rejoindre tout de suite. On aura Alain Anzara, concepteur de Ivoire Trip International. On a aussi Yao Ralph Armel, il est chef d'entreprise et passionné de tourisme. Bonjour messieurs, bienvenue sur le plateau des femmes ici. Bonjour messieurs, vous allez bien? Il faut qu'on parle de vos tenues quand même. Quand même. Merci. J'adore les deux. Dans le thème. Ça vient pas nous. Du Burkina, le Bogolan du Burkina, du Mali. Aujourd'hui aussi, on en fait en Côte d'Ivoire. Et vous, c'est le boubou, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ouais. C'est le costume de chenou, comme j'aime bien l'appeler, voilà, tout simplement. Écoutez, messieurs, on va vous entendre parler, donc discuter du thème d'aujourd'hui, le tourisme en Côte d'Ivoire, un secteur qui était en hausse ces dernières années, avant la crise sanitaire. Mais juste avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder ce reportage et ces explications de Chèque Bleu. On regarde. En dépit de ses 500 km de côte, son beau paysage, sa faune, ses forêts primaires et ses belles plages, la Côte d'Ivoire n'est que la 12e destination touristique et de loisirs d'Afrique. Le pays possède un potentiel touristique largement inexploité. Par ailleurs, une longue liste de problèmes reste à résoudre. La formation de personnel qualifié dans la restauration, l'hôtellerie, une offre encore peu diversifiée et un réseau routier dans certaines localités qui reste impraticable. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir la 5e destination touristique en Afrique d'ici 2025. Pour cela, elle a mis en œuvre une stratégie baptisée Sublime Côte d'Ivoire, avec des projets dans tout le pays, sur son littoral et sur ses plages, notamment mais aussi à Abidjan. Le coût de l'investissement, 320 milliards de francs CFA. Accueillir plus de 5 millions de visiteurs étrangers d'ici 4 ans, voici le défi que s'est fixé l'État ivoirien. Il faut préciser que l'essentiel du tourisme se concentre autour d'Abidjan. Si la nature reste très prisée des touristes, il faudra également miser sur la richesse culturelle ivoirienne, l'artisanat. Autant de diversité qui représente un véritable levier de développement du tourisme. Le tourisme a connu en 2017 une hausse dans le monde avec 7% de voyageurs en plus par rapport à l'année précédente. En Côte d'Ivoire, 60% de l'économie touristique est basée sur le tourisme des affaires, un secteur qui figure parmi les plus touchés par la crise sanitaire du Covid-19. C'est environ 400 milliards de francs CFA de pertes sèches qui ont été enregistrés. Alors, messieurs, on l'a entendu dans ce reportage, l'État ivoirien ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination africaine la plus touristique. Alors, il faut savoir qu'en 2019, le World Economic Forum classait la Côte d'Ivoire à la 21e place sur 38 pays.
Donc, on a l'impression qu'il y a quand même une marge. Est-ce que pour vous, en 4 ans, c'est réalisable de faire... Et je sais que vous n'êtes pas du tout dans le gouvernement ivoirien, mais à votre avis, c'est un objectif qui est atteignable? Non, 4 ans, non. Pour être objectif, non. Parce que déjà, il faut qu'on voit les prémices. Quand on voit déjà des travaux, quand on voit déjà des campagnes, on peut se dire, OK, il y a déjà un début et les gens vont suivre. Mais voilà, quand il n'y a rien et qu'on se dit dans 4 ans, pour moi, jusqu'à revenir à la 5e place, moi, je veux bien. Vous êtes sévère, hein. On a entendu dans le reportage qu'il y a quand même le projet Sublime Côte d'Ivoire. Le projet, c'est un projet, il démarre quand? Il a démarré où? Et ce projet, c'est depuis l'année, je pense, en 2019 ou je ne sais même plus quand. Oui, qu'il a été annoncé. Ouais. Quels sont les premiers... Concrètement, je dis concrètement, ça donne quoi, Sublime Côte d'Ivoire? C'est ça. Si on voit les débuts, on peut se dire, OK, dans 5 ans, au moins ça a démarré, mais quand ça n'a pas encore démarré, voilà. Vous n'êtes pas trop optimiste. Et vous? Alors, personnellement, je pense que c'est possible, sauf que là, il y a eu une contrainte avec la crise Covid-19, parce que pour arriver à dire que ça allait être faisable en 4 ans ou en 5 ans, c'était basé sur une étude. Et après cette étude, ils ont fait une projection. Et le projet Sublime Côte d'Ivoire, en effet, a démarré d'une certaine façon. Il y a eu plusieurs tables rondes aux Émirats, en Allemagne, qui a mobilisé quasiment, je pense, autour de 2000 milliards, entre autres. Mais c'est des mobilisations qui ne sont pas encore actives. Parce que, bien entendu, comme c'est des opérateurs économiques derrière, il y a tout un protocole, tout un processus de mise en œuvre. Donc je pense que c'est faisable. Après, il faut une synergie derrière cette stratégie gouvernementale-là, qui est portée par le ministère du Tourisme, bien entendu, pour que cela puisse être possible. Mais à l'heure actuelle, avec Covid-19, bien entendu, la donne peut avoir changé. Et ça a un peu débuté pratiquement avec le projet Belle Plage pour tous. Quand on prend l'axe Abidjan-Bassam, vous allez voir que la plage est dégagée, elle est en train d'être aménagée. Cela fait partie du projet Sublime Côte d'Ivoire. Alors, on trouve qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est beaucoup prisée pour son tourisme d'affaires et moins pour le tourisme de loisirs. On a entendu certaines raisons dans le reportage tout à l'heure, c'est parce que certains endroits sont délabrés et tout, mais quelles sont les raisons, à votre avis, qui font qu'on n'ait pas trop de tourisme loisirs en Côte d'Ivoire? D'accord. Je vais plutôt donner les raisons qui font qu'on est d'abord tourisme d'affaires. Ouais. C'est dû au fait que la Côte d'Ivoire, relativement à son positionnement économique, présente un fort potentiel d'investissement économique, ce qui favorise l'organisation de plusieurs conférences en Côte d'Ivoire parce que les perspectives sont là, les potentialités aussi, et puis l'infrastructure pour accueillir, bien entendu, le tourisme d'affaires avec les différents hôtels qui accueillent avec leurs salles de conférences et tout ça, sont aussi présentes. Donc, tous ces éléments mis ensemble favorisent le tourisme économique, donc le tourisme d'affaires. Par contre, en ce qui concerne le tourisme de loisirs, le premier problème de ce tourisme-là, c'est l'Ivoirien lui-même. L'Ivoirien ne connaît pas la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne connaît pas sa destination. Pour aimer quelque chose, il faut connaître un minimum. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le pratiquer. Donc après, on va situer les responsabilités une autre fois, mais les perspectives, c'est déjà de faire connaître la destination aux Ivoiriens eux-mêmes. Localement. Ok, je pense que pour le tourisme de loisirs, je partage en tout cas son avis. Ouais. C'est l'Ivoirien parce que si on met les responsabilités sur d'autres personnes, on ne trouvera jamais les solutions. Donc c'est nous-mêmes d'abord, nous devons nous intéresser de plus en plus à notre pays, à ce qu'il y a, à être beaucoup curieux, pousser les recherches et puis oser y aller, vous dire que finalement, si j'y vais, je visite, en le faisant, je participe aussi à l'éclosion du tourisme local. Donc, il faut oser le faire. Ouais. Maintenant, de l'autre côté, ce que je veux mentionner, c'est que moi, je suis né en Côte d'Ivoire et je sais ce qu'on m'a montré en Côte d'Ivoire depuis petit. Donc, il y a, oui, certes, l'Ivoirien, mais il y a le conditionnement dans lequel on nous met aussi, qui, sur un plan de vue psychologique, agit. Quand on est à la télé, on nous a toujours montré la France, les États-Unis, d'autres pays. Donc quand on grandit, notre éducation est focus sur ces pays-là. Ouais. Vous avez vu votre élément tout à l'heure, les gens voient l'extérieur parce qu'on ne leur a jamais montré l'intérieur. On n'a jamais créé l'amour de l'intérieur. Et avec les crises qu'on a vécues, avec tout ce qu'on a vu, aujourd'hui, on a le rejet de l'intérieur. Donc il faut recréer cette connexion entre l'Ivoirien et ce qu'il a chez lui. Et ça, pour moi, c'est la première des choses à faire, cette reconnexion-là. Une fois la reconnexion est créée, l'amour est là, les gens iront seuls. Et à propos de cette reconnexion, vous êtes à la tête d'une structure qui organise régulièrement des voyages à l'intérieur du pays. Vous sentez que l'engouement revient au sein des populations? Alors, oui. Ça fait 4 ans, bientôt 4 ans, que je me suis lancé dans le tourisme local. Et je l'ai fait par amour pour le pays. Comme je disais tout à l'heure, par amour.
Moi, je suis expert comptable de base. Donc aujourd'hui, j'arrive dans le tourisme parce que je vois que justement, les gens n'ont plus d'espoir. J'ai été à l'extérieur, donc quand tu rentres, tu vois beaucoup de... comme si les gens n'y croyaient plus. Beaucoup de jeunes disent « Ah non, il n'y a pas de travail, on ne peut pas trouver de travail, il n'y a rien à faire ici. » Et quand toi, tu regardes ton pays d'un autre angle, tu dis « Non, mais il y a tout. » Mais ce tout-là, il faut le créer, cette reconnexion, il faut créer. Donc on se lance là-dedans parce qu'on aime le pays. On commence à organiser des voyages pour dire « Allons-y voir, vous allez voir, il y a telle belle chose, il y a telle chose, telle chose. » Et en le faisant, les gens commencent à y croire. « Ah, mais oui, ah, mais oui. » Aujourd'hui, je suis heureux. Vous savez, quand on faisait au départ, on disait « Ah, mais vos trucs de blanc. » C'est ce qu'on disait, mais oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dès que tu vois l'intérieur, on dit oui. Vos trucs de blanc, là. Tourisme, ça, c'est pour les blancs. Toi, au lieu d'aller chercher le travail, au lieu de faire ceci, vos trucs de blanc. C'est ça. Mais comme je dis, moi, j'aime la Côte d'Ivoire. J'ai un attachement tellement profond à la Côte d'Ivoire que je ne pouvais pas peut-être faire autre chose que ça. Aujourd'hui, je suis heureux de dire, dans nos voyageurs, les gens, nos tripsiens, les gens qui viennent avec nous, on a quasiment 98% de locaux. Je ne parle même pas forcément de... Mais de Noirs, c'est peut-être 95, après des gens qui vivent ici. Et ça, c'est un véritable succès. Parce que c'était le challenge. C'est ça. C'était un véritable succès. Ça montre que quand on aide les gens à se reconnecter, justement, ils sont là. Ils le font avec Ils le font, il faut leur montrer. Tout à l'heure, quelqu'un a dit non, mais peut-être qu'on n'écrit pas assez d'offres. Mais c'était vrai. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et même quand on fait le tourisme d'affaires, mais derrière, il faut créer des pistes. Les gens qui viennent pour les conférences, ils ont envie de découvrir aussi le pays. Il faut créer des circuits, des parcours. Et ça permettrait de drainer le... Mais bien sûr, justement. Alors, justement, quel type de clientèle vous avez? Est-ce que les offres, les prestations que vous proposez permettent à ce que la population normale ou moyenne, je dirais, au revenu moyen, puisse se permettre aussi de s'offrir des voyages de découverte? Parce que quand on regarde un peu les tarifs des hôtels sont souvent très chers. Le prix d'un billet d'avion, même avec des packages, sont quand même élevés. Est-ce que les tarifs sont assez abordables aussi pour ces personnes? Au départ, quand on est arrivé, notre stratégie, c'était quoi? Justement, c'était de démocratiser le voyage, comme on le disait. Nous, on faisait des voyages de 15 000. Donc, tu as un cas climatisé. Oui, ceux qui nous suivent, vous allez voir, des cas climatisés. On travaille avec les meilleures agences de transport. On va vous mettre dans les meilleures conditions. Parce qu'on avait compris que si on ne mettait pas les Ivoiriens tels qu'on les connaît dans les bonnes conditions de voyage, ils vont une fois, ils ne reviennent plus. Pourtant, nous, on veut créer, c'est un mouvement. Ce n'est pas que je gagne de l'argent aujourd'hui qui m'intéresse, mais c'est le mouvement. Et l'habitude aussi, le comportement habituel. Voilà. Donc, on avait des voyages de 14 900, 18 900, 19 900 qui prennent en compte tous. Et quand tu arrives... Et en hôtel? Non, on ne dormait pas, c'était des voyages en aller-retour. Au départ, on faisait des voyages en aller-retour parce que il faut, en fonction de la structure que tu as aussi, il faut travailler sur tes produits. Donc, des voyages en aller-retour. Après, nous avons commencé à faire des week-ends qui coûtaient à peine 40 000. Et moi, ce que je faisais, je travaillais, j'étais consultant, je gagnais de l'argent là-bas et je mettais parce que je gagnais rien, en fait. Oui, c'était de la passion, quoi. C'était de la passion. Comme quand tu as la passion, vraiment. Donc, je fais du consulting là, puisque j'ai encore tout ce que j'ai appris. Je fais du consulting, je fais du coaching, je fais des conférences là. L'argent que j'ai, j'injecte dans mes voyages. Et des fois, j'invitais des gens, et même on continue d'inviter des gens gratuitement. Juste venez voir, c'est important, venez voir, vous allez en parler. On continue de le faire aujourd'hui. Donc, il y a un sacrifice à faire. Et de l'autre côté, au palier des hôtels qui sont chers, des billets, oui. Et ça, tous les gens le mentionnent. Et ça m'étonne même qu'aujourd'hui, dans cette période de pandémie, l'État ou, je ne sais pas, on ne prenne pas des mesures pour permettre à ces hôtels, à ces réceptifs, d'avoir des tarifs réduits pour permettre aux locaux, justement, de voyager, vu qu'on ne peut plus sortir. Donc, avoir une politique, une stratégie tournée vers là, mais franchement, vous allez voir, ça va permettre en peut-être 1 an, jusqu'à ce qu'on trouve les solutions du Covid, 1 an, pour que les gens découvrent. Et après, quand tout s'ouvre, on a le temps de reprendre les choses. Il y a Oralf qui a envie de réagir. Non, je pense que ce qu'il dit est littéralement pratique et pragmatique. Mais au-delà, comme je disais tout à l'heure, le premier problème, c'était le fait que les populations ne connaissaient pas la destination. Mais le deuxième problème, c'est une certaine synergie, justement. Et cette synergie, il faut la créer. Il faut la créer à plusieurs niveaux. La plupart des personnes qui s'engagent dans le domaine du tourisme sont des passionnés, pas des personnes qui ont une formation dans le domaine. Donc quand ces personnes arrivent, il y a des étapes qu'elles ne respectent pas, entre autres. Elles vont, à force de pratique, découvrir qu'il y a des choses à faire. Pour créer une synergie entre les établissements pour avoir un package, je retire la version billet d'avion, pour avoir un package, ce sont des opérateurs qui se posent
autour d'une table qui discutent. Je gagne ça, tu gagnes ci, je gagne ça. Aujourd'hui, c'est ce qui est faisable parce que cette synergie-là n'est pas encore légalement ou officiellement créé. Après, il y a plusieurs groupes d'opérateurs. Donc, vous allez voir que des hôteliers sont organisés par groupe. On va dire, il y a des hôteliers de Bassam, il y a des hôteliers de Grand Bérébi, ainsi de suite. Donc, aussi, un groupe peut créer une synergie avec un autre groupe. Donc, dans un premier temps, d'homme d'affaires à homme d'affaires, il y a une synergie éventuelle qui peut se créer avant même que cela devienne officiel. Donc, c'est déjà des packages comme ça qu'on peut éventuellement. Et il y a des aides aussi au niveau du système administratif qui existe. Il y a des entités aujourd'hui d'État qui peuvent vous passer un car avec où vous allez mettre juste du carburant, ainsi de suite. Donc voilà, il y a des petites touches qui... Sans le dire ce qu'il dit, parce que les aides, oui, on nous en a parlé. Nous sommes sur le terrain. On a essayé, on n'a jamais eu. Oui, je préfère le dire parce que derrière moi, ouais, c'est ce qu'on m'a dit, mais la bonne porte, c'est où? Je pourrais dire le nom de cette entité, parce que c'est elle qui est on va dire, en charge du tourisme. Et derrière moi, il y a des jeunes aujourd'hui, comme dit, passionnés, qui se donnent dans le tourisme, qui sont à fond. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais parler pour tous ceux-là, qui ont envie de changer les choses. Et certes, on arrive dans le tourisme par passion, mais quand on voit les agences de voyage traditionnelles, et nous, notre mode de fonctionnement, c'est différent. Ils sont toujours tournés vers l'extérieur, vendent des voyages de l'extérieur. Et c'est aujourd'hui, avec la pandémie, que ces agences se retournent. Donc, il faut voir qu'il y a deux modes de fonctionnement différents. Aujourd'hui, des jeunes comme nous, qui aiment le pays, qui comprennent qu'il y a des valeurs, des richesses, qui se concentrent, et des autres qui arrivent parce qu'il y a une opportunité. C'est deux choses très différentes. Quoique, ça arrange le pays, tant mieux. C'est l'essentiel. Mais voilà. On va continuer à parler de ça dans le détail. La conversation continue, mais on va partir en pub et on se retrouve dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous venez de nous prendre en cours. Vous êtes sur NCI dans votre émission Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle du tourisme. Nous sommes avec Alain Anzara, concepteur de Ivoire Trip International. Nous avons aussi Yao Ralph Armel, qui est chef d'entreprise et passionné de tourisme. Et juste avant de partir en publicité, Alain Anzara disait que les agences de voyage sont beaucoup plus tournées vers l'extérieur. Du coup, il n'y a pas trop de facilité. Et Yao Ralph voulait rebondir sur la question. Oui, effectivement. C'est-à-dire, on a tendance à penser que les agences de voyage traditionnelles, comme on les appelle, sont tournées vers l'extérieur. Mais c'est une question de marché, dans un premier temps. Et dans un second temps, hier, ça existait, les voyages vers l'intérieur du pays. Mais il faut rappeler que le tourisme, c'est une culture, c'est une éducation. Donc, en général, on se tourne vers des personnes qui ont cette culture-là pour les orienter justement vers ces sites. Saviez-vous qu'il y a des années en arrière, des hôtels à San Pedro avaient des pistes d'atterrissage des avions juste pour organiser des voyages et tout ça? Avant, ça existait, ça se faisait. Après, à un certain moment, avec le développement, l'évolution, certaines choses n'ont pas suivi d'une certaine façon. Donc, il y a eu beaucoup d'incidents avec des touristes qui sont arrivés, plateaux techniques, des gens qui tombent malades, je ne sais pas, sur des voies à San Pedro qui sont bloquées, après il faut évacuer, c'est compliqué. Donc, à force, les agences ont vécu beaucoup d'expériences qui ont ralenti. Mais principalement, ça a ralenti avec les crises, parce que le tourisme et bruit des bottes, ça freine. C'est pour ça qu'il y avait les clubs comme le Club Med qui avaient des emplacements ici, mais qui a fermé. Alors, tout ça. Aujourd'hui, on est quand même en pleine pandémie, on l'a dit plusieurs fois, mais la conséquence, ou l'une des conséquences de cette crise sanitaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout simplement impossible pour un Ivoirien lambda qui n'a pas de permis de résidence ou qui n'a pas de nationalité française, par exemple, d'aller en France en ce moment ou d'aller voyager en Europe. C'est tout simplement impossible. D'accord ? Donc, est-ce que ce n'est pas justement l'occasion de profiter un peu du fait qu'on ne peut pas vraiment se déplacer comme on pouvait, surtout très loin, pour vraiment privilégier et profiter de ce moment pour développer le tourisme local? Si, c'est une opportunité quelque part, c'est vrai. Je pense que ça va durer. Moi, c'est ma prédiction, c'est que ça va durer. C'est l'opportunité. Parce que là, vous avez dit que nous sommes 21e, si je ne me trompe pas. En 2019, oui, juste avant la crise. Mais je ne pense pas que ça ait changé beaucoup. De toute façon, avec la crise, je pense qu'il n'y a pas eu de... Allez, Anzara, il est très... Non, mais avec le Covid, de toute façon, il n'y a pas de tourisme. Il faut que, justement, on arrive à se dire la vérité dans ce domaine-là. Comme dit, quand tu es passionné, tu dis les choses avec le cœur. Parce que tu veux voir les choses avancer. Peut-être que moi, je ne verrai pas les résultats, mais il faut que ceux qu'on inspire puissent aussi continuer. Ou bien, en tout cas, il faut qu'il y ait de l'avancée. Donc, il faut se dire les choses. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'occasion. Parce que si on ouvre les frontières, on ne fait pas actuellement le poids sur le plan touristique. Jusqu'à ce que les infrastructures arrivent, tout ça, les gens aussi travaillent. OK, donc aujourd'hui, c'est une chance pour l'Afrique.
le Covid, pour moi, c'est une chance pour l'Afrique, pas parce qu'on tombe malade, non, mais c'est le moment de se fermer, comme la Chine l'a fait un moment, comme d'autres pays l'ont fait, se fermer pour comprendre nos réelles réalités et s'attaquer tout de suite à les résoudre, à résoudre les problèmes. Et on commence avec ce qu'on a, nos acquis. Pour moi, le tourisme, on doit commencer avec nos acquis. À partir de ce moment, peut-être qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent et on fait la promotion de ce qu'on a. Et ce qu'on a très souvent, les autres n'ont pas, très souvent. Quand on se fonde se focus par exemple sur nos cultures, nos traditions, nos forêts qui sont juste à Abidjan. Vous savez, comme souvent je dis aux gens, la forêt du Banco, c'est une forêt comme ça en pleine ville, il n'y en a que 2 au monde. Une au Brésil et une en Côte d'Ivoire. Donc voilà des choses qu'il faut promouvoir. Et il faut avoir des mesures incitatives. Il faut vraiment, pour moi c'est simple à faire. C'est simple. Et avec le Covid, il faut le faire. De ce qu'on a à Abidjan et dans les alentours, quand on veut aller loin, il y a de gros problèmes. Par exemple, les infrastructures routières qui manquent pour aller à San Pedro, par exemple. Ou même à Mans, où il y a les cascades qui sont complètement délabrées. Voilà, il y a plein de choses. Donc il faut se focus dessus et puis il faut réparer les choses. Les cascades, il faut les nettoyer. Est-ce qu'il y a un service de nettoyage là-bas? Je ne sais pas si le ministère... c'est à l'État de le faire. Mais, oui, je crois. Parce que l'État est garant de tout, déjà. Même si ce n'est pas l'État qui va les nettoyer, on peut prendre des mesures. Voilà. À Mans, il y a une mairie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les représentants de l'État là-bas. Et si, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est richesse touristique en Côte d'Ivoire et qu'on cite Mans, c'est une référence. Et les références, on en prend soin. Justement, les références, on en prend soin. Mais il faut en prendre soin. Il y a Ralph qui sourit. Alors, justement, Ralph, qu'est-ce qui explique le problème des infrastructures? Surtout comme une route, Didier disait, San Pedro, c'est une destination des plus demandées. Mais aujourd'hui, on a fait des routes pour aller à Yamoussoukro, pour aller à Korogo. Pourquoi est-ce qu'à San Pedro, il y a ce problème de la côtière qui perdure depuis des années? Je serais assez, prétentieux de pouvoir justifier le problème de la route Abidjan-San Pedro parce que ça relève du domaine du ministère des Infrastructures, je vais dire comme ça. Oui. Mais sinon, ça a un problème peut-être qui serait mieux expliqué par les spécialistes de la question. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, comme je disais tout à l'heure, le tourisme, c'est une culture. Si vous voulez aller à San Pedro aujourd'hui avec une voie qui ne fonctionne pas, si vous connaissez tout le potentiel touristique entre Abidjan et San Pedro, vous allez faire une semaine pour aller à San Pedro, vous allez découvrir ce trajet différemment, vous allez vivre l'expérience différemment et vous risquez d'oublier même que la route n'était pas bonne. Parce que vous connaissez les différentes potentialités sur la route. Ça veut dire qu'à un certain moment, comme on dit, la plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Aujourd'hui, on a du potentiel. Par endroits, on a des difficultés. Comment on vit, comment on exploite ce potentiel-là avec les difficultés qu'on a aujourd'hui? Le tourisme n'est pas seulement les infrastructures, principalement pour la Côte d'Ivoire. Nous avons 60 ethnies, un peu plus. Donc c'est 60 façons différentes de vivre. C'est 60 expériences de vie. Certaines personnes voyagent juste pour la chaleur humaine. Certaines personnes voyagent juste pour l'histoire, vous savez. Donc, du coup, il faut déjà commencer à identifier le potentiel exploitable dans un premier temps. Et puis, au fur et à mesure, on va y aller. Si, je dis, on a des montagnes. Aujourd'hui, on peut faire des trips entre les différentes montagnes. Mais il faut identifier ces montagnes-là qui peuvent accueillir cela. Bon. Après, ce que vous dites finalement, et je vais vous permettre de réagir, c'est qu'en fait, c'est finalement aux voyageurs, aux touristes amateurs de faire l'effort, d'aller... faire ces voyages qui peuvent être un peu difficiles. Alors que c'est vrai qu'on est quand même à une époque où on veut être pratique, on aime le pratique, on travaille toute la semaine, peut-être qu'on a juste un jour ou 2 jours à épargner. On n'a pas une semaine. Est-ce que c'est pas prendre le problème par du mauvais côté? D'accord, aussi. Pardon, excusez-moi, je parle trop, je vous laisse... Moi, je pense que... Et tu as dit quelque chose de tellement intéressant. Il faut identifier, on va dire, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qu'on peut voir. C'est déjà identifié, je vous dis. Vous allez sur des sites, nous-mêmes, on les identifie, on rajoute à la liste qui existait déjà. Mais quand on a identifié, le tourisme, c'est un déplacement d'un lieu à un autre lieu pour découvrir, pour vivre d'autres choses. Mais il faut atteindre ces lieux-là quand on a identifié. OK, j'ai identifié les Kroumen qui sont dans la zone de San Pedro, je veux y aller. Il n'y a pas de route. Alors qu'on sait que cette zone, San Pedro, Grand Bérébi, Touba, toute cette zone-là, c'est une zone de richesse. Qu'est-ce qui nous empêche de dire, OK, voilà, on prend... On sait que la Côte d'Ivoire, dans quelques années, veut être à la 5e place. Et pour y arriver, cette route-là est importante dans notre chaîne.
Et je pense que tout le monde parle de cette route-là. Arrivé à un moment, il faut que ça interpelle. Oui, tout le monde en parle. Et justement, nos voyages, vous allez voir que très souvent, c'est du vendredi qu'on part. Et pour revenir, quand on dort, pour revenir dimanche, parce qu'on s'intéresse aux gens qui travaillent. Oui. Et s'ils n'ont pas de congé, ils ne peuvent pas avoir une semaine. Et quand c'est une seule personne ou 2 personnes qui voyagent parce qu'ils ont du temps, c'est plus cher que d'avoir un groupe. Donc, oui, c'est une culture, oui, c'est une éducation. Mais il faut mettre aussi les bases de l'éducation. C'est pour ça qu'il y a des écoles pour permettre aux gens d'être éduqués d'une certaine façon. Et pour nous, dans le tourisme, l'école, ça serait les routes, les infrastructures. Ce que certains pays ont compris d'ailleurs. Le Sénégal, aujourd'hui, vous arrivez au Sénégal, même dans le plus petit village, vous avez la route pour y aller. Moi, c'est là-bas que l'amour du tourisme est né. J'arrive dans des endroits, je dis, waouh, il n'y a rien d'extraordinaire, mais on y arrive. C'est ça. Et ça, c'est le plus important pour moi, la route. Oui, Ralph. Alors, je ne suis pas en contradiction avec ce que vous dites. Je suis plutôt du style à choisir entre le haut et le bas, à choisir le haut. D'accord ? Et à savoir, verre à moitié plein. Exactement. Et à savoir, en fait, à l'heure actuelle, comment on fait pour avancer. Si on attend que toutes les infrastructures soient mises en place avant de valoriser le tourisme en Côte d'Ivoire, on passe à côté de quelque chose. Alors que le potentiel actuel peut être encore valorisé. Je vous prends un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez un État qu'on appelle le Bhoutan, The Land of Happiness. C'est un endroit, en fait, ils ont un seul élément qu'ils vendent. On va là-bas parce que c'est la terre du bonheur. Tout le monde est content. Vous arrivez chez quelqu'un, il vous accueille, vous pouvez manger partout, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, c'est cette chaleur humaine-là qu'ils commercialisent, point. En Côte d'Ivoire, il y a du potentiel exploitable. Il y a du potentiel non exploitable et encore inexploité. Partons déjà de ce qui est exploitable. Nous, en tant qu'opérateurs ou en tant qu'amoureux et tout ça, et je ne demande pas aux voyageurs de faire des efforts, je demande aux opérateurs justement d'avoir de l'innovation, d'innover, entre autres. En attendant de pallier au problème. Voilà, tout à fait, parce qu'il faut tirer profit d'une certaine façon de tout cela. Aujourd'hui, il y a la fête des Ignames. Combien d'activités autour de la fête des Ignames vous connaissez ? Pourtant, à Bengourou, de là où on est ici dans vos bureaux, jusqu'à Bengourou, le bitume y est. Oui. Donc c'est exploitable. Ouais. Avant d'arriver à Bengourou, vous avez les commians de Agnansoué, ça s'appelle. Donc les femmes traditionnellement comme les féticheuses et tout ça qui ont une école. Pour vous arrêter, elles vont faire des danses, elles vont vous faire des providences, des choses du genre. Faut savoir. Arrivé à Bengourou, vous avez le palais des rois que vous pouvez visiter pour connaître l'histoire de la royauté à Bengourou. Mais on n'a pas besoin aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, d'un autre investissement supplémentaire pour exploitons déjà ce qui est là. Quand on a fini quelque chose rapidement. Oui, d'accord. C'est pas que ça ne se fait pas. Allez-y. C'est pour cela que des jeunes agences naissent. On exploite déjà ce qui existe. On l'utilise déjà. Mais là, on est dans une perspective. On va dans le sens de l'État qui veut arriver à la 5e place. Et donc, on dit pour arriver... Dans 5 ans. Dans 4 ans. Non, dans 4 ans. Donc, pour y arriver, voilà certaines choses qu'il faut résoudre comme problème. Sinon, moi, j'étais à la fête des Ignames. Il y a des choses là. On va aller au Popo Carnaval bientôt. On va aller à les festivals. Vous faites toutes ces choses-là. Toutes ces choses sont déjà faites. Ce que moi, je veux comprendre, justement, avec la situation sanitaire qu'on vit, c'est est-ce qu'on peut faire aimer et sensibiliser la population avec le Covid ? Parce que c'est vrai que vous dites c'est bien, l'Afrique va permettre la Côte d'Ivoire va permettre de se redécouvrir, de montrer à sa population ce qu'elle a comme richesse et tout. Mais la population ne peut pas voyager. Souvent, on ne peut pas voyager d'Abidjan à Bouaké. Souvent, on peut pas, tout est fermé. N'est-ce pas ? Donc, comment est-ce que il y a plein de secteurs aussi qui ont essayé de s'adapter à la situation. Est-ce que vous pensez que le tourisme, là, on peut sensibiliser, faire aimer, même si on ne bouge pas ? Et surtout, comment ? C'est ça, c'est ça. Surtout comment ? Actuellement, par exemple, dans tout ce qui est toutes les mesures prises par le ministère de la Santé, vous voyez, on peut encore se rassembler. Donc il faut tout ce qui est mesures barrières, le cache-nez, se laver les mains, voilà, tout ce qu'on sait. Donc ça, aujourd'hui, on peut en profiter. Parce qu'on peut se déplacer, on peut travailler, on peut être sur un plateau. Il fut un moment où on était confinés. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc tant que ce n'est pas le cas, il faut y aller. Si demain, la situation devient alarmante, qu'il faut rester chez soi, je peux dire, OK, à partir de ce moment, on ne peut pas, mais on peut utiliser la télé. C'est ça, ouais. On peut utiliser la télé pour nous montrer des émissions. Voilà, comme canal de communication pour nous permettre de découvrir en nous envoyant des programmes. Arrivé un moment, on découvre parce qu'on a le temps, on est à la maison. On regarde la télé. Mais quand on n'a pas le temps, il faut être dans ce qui est pragmatique. Voilà. En parlant de canal de communication, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu le disais tout à l'heure, Tidja, on a énormément de promoteurs quelque part spontanés qui vont faire ce travail, montrer la Côte d'Ivoire, bon, principalement j'ai envie de dire Assigné, mais aussi d'autres zones de la Côte d'Ivoire sous leur beau jour.
Et ça existe aussi à l'échelle du continent. On a eu des plateformes comme Visiter l'Afrique qui a fait aussi beaucoup aider les Africains de l'extérieur, mais aussi les Africains du continent, à se rendre compte qu'il y avait énormément de choses à visiter localement. Comment est-ce qu'on peut profiter de cet outil digital pour encore davantage développer le tourisme local? D'accord. Moi, j'ai bien aimé le comment de tout à l'heure et le comment de maintenant. De maintenant. C'est des vraies questions. Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, comme je parlais d'identification, il faudrait qu'à l'entrée de chacune des villes en Côte d'Ivoire, on puisse avoir les incontournables. Ne sortez pas de Yamoussoukro sans visiter, tac, 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 tac. D'accord ? Et au niveau des sites touristiques, il faut aller au-delà de l'identification pour aller sur une communication interactive. C'est-à-dire que quand vous montrez le parc du Banco a son histoire. Et chacun a sa perception du parc du Banco. C'est vrai que c'est une connotation. Donc quand vous mettez un visuel sur le parc du Banco, vous mettez un visuel sur le parc du Banco, on doit décliner les activités faisables dans le parc du Banco. Comme ça, quand on passe devant, on regarde, on dit on peut faire ci, on peut faire ça, et c'est tentant. Avec des call to action, faites du vélo dans le parc, faites des randonnées dans le parc. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Dans un premier temps, on identifie et on commence à avoir des communications interactives sur les sites. Donc à l'entrée des villes, à la sortie des villes, dans la ville même. Quand tu passes au Carrefour, on dit vous êtes à 500 mètres de temps. Pour que même quand tu veux éviter, tu dis je vais y aller d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Et dans un second temps, les autorités en charge du tourisme devraient, par an, faire sortir les destinations ou les circuits de l'année. Les incontournables de l'année. On dit, pour cette année-là, voici les circuits à visiter en fonction des thématiques de tourisme, parce qu'il y a 7 types de tourisme en Côte d'Ivoire. Donc, en fonction des centres d'intérêt que développe chaque cible, on va faire sortir en fait des circuits. On va dire pour le religieux, voici 3 formules à découvrir. Donc on se dit cette année entre amis, on s'est dit voici les destinations de l'année, voici les circuits de l'année, on y va. Déjà avec ces 2 éléments-là, donc l'autre sur le digital et la télévision, l'autre sur le routier, donc dans le pratique, on peut déjà apprendre aux gens à découvrir ou à aller ou les inciter à quelque chose. Déjà, ne serait-ce que ça, dans un premier temps. Nous sommes presque à la fin de cet entretien, donc on va déjà conclure. Si On va peut-être vous laisser dire un mot final. Moi, je partage vraiment ce qu'il dit. Son idée est magnifique. Voilà, regardez même, il y a une chaîne de télé qui faisait une émission et chaque année, il disait la couleur des vacances. Et nous tous, voilà. Donc on a juste besoin d'un leadership touristique qui conduit nos actions. Une fois, c'est bon. Moi, par exemple, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de time-out version Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu sais, le magazine où tu vas avoir, dès que tu cherches une ville, tu vas faire time-out. Tu sais ce qu'il y a comme événement chaque année, ou chaque mois, ou chaque semaine, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Et ça, est-ce que c'est des parties? Ça existe, je crois. Il y a une dame qui fait ça, Abidjan for You, mais c'est pas encore très connu. Local, tu vois, à l'échelle du pays. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les casseroles. Peut-être que l'État eux-mêmes, ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Il faut aujourd'hui, sûrement... Non, mais pour leur parler, il faut qu'ils s'ouvrent. Il faut qu'ils se disent, OK, aujourd'hui, peut-être le monde a changé. On a nos enfants qui ont une autre vision parce qu'on a permis à ces derniers-là d'aller étudier ailleurs. Ils ont vu ce qui se passe. Ouvrons le débat et puis partageons. Nous avons l'expérience. Eux, ils ont cette folie-là. Voilà, mélangeons, voyons ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire. Mais il ne faudrait pas qu'ils se disent que nous sommes là pour prendre leur place ou qu'ils aient peur. Non, nous, on veut voir le pays avancer. Et quel brassage, voilà, on peut faire ensemble, c'est ce qui nous intéresse. Ouais, et c'est ce que nous recherchons. Mais il ne faudrait pas qu'ils se ferment lorsqu'on arrive, qu'ils s'ouvrent et qu'ils nous aident à encore créer, à encore être fous pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est très important. Ralph, il y a un dernier mot? Alors, je pense qu'effectivement, l'État œuvre déjà d'une certaine façon. Après, peut-être pas suffisamment, peut-être trop, peut-être moins. Les responsabilités se situeraient un jour, mais les perspectives sont lesquelles? Il y a eu Sublime Côte d'Ivoire, soutenu par l'État. Ça donne déjà, si vous voulez, une piste de volonté, de développement et ainsi de suite. Et il faudrait que les opérateurs du secteur, justement, les jeunes fougueux et tout ça, ambitieux, arrivent aussi à accompagner l'État. Un jour, l'État nous a tirés vers le haut. Un jour, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on peut aussi tirer l'État vers le haut. Donc commençons nous aussi, comme vous faites déjà, à faire découvrir des destinations pour que l'État après se dise mais pourquoi ne pas l'accompagner? Pourquoi ne pas suivre? Parce qu'au final, comme on a dit à l'école, l'État, c'est vous, c'est moi, c'est toi. Donc chacun œuvre avec l'État. Non, pas de souci. On n'attend pas, nous aujourd'hui, c'est pas qu'on recherche l'accompagnement de l'État. Que si ça vient, on ne prend pas. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut que les responsabilités soient situées. Moi, je ne peux pas faire des routes. Et j'en ai besoin aujourd'hui
pour exploiter des sites touristiques. Voilà, c'est pas que j'attends. Sinon, depuis 4 ans, on ne serait pas en train de travailler. Depuis 5 ans, 2 ans, il y a des jeunes qui ne seraient même pas encore en train de travailler. Ils travaillent. Mais il faut qu'arriver un moment, on se dise, OK, Sublime Côte d'Ivoire, pour moi, aurait dû commencer en Côte d'Ivoire, avec les petites choses à faire, l'amour à donner aux gens à aller déjà découvrir des sites, c'était déjà pour moi le plus important. Et on va terminer sur ça, sur cette belle note. Merci beaucoup Alain Ozara. Je dis une phrase. La Côte d'Ivoire est sublime. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Mesdames et messieurs, vous ne partez pas. L'émission continue tout juste après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Notre émission continue et on parle maintenant culture. Oui, comme tu l'as dit, on va parler culture avec Didja qui va nous parler de sorties de livres inspirés de la Covid-19. C'est dans la Minute Culture, tout de suite. Alors oui, mesdames, aujourd'hui, on parle de sorties littéraire avec le dîner déconfiné. On sait un peu à quel point la Covid a lourdement impacté les secteurs d'activité un peu partout à travers le monde. Et le domaine de la littérature n'a pas été épargné. Il s'agit de l'imaginaire, mais on est d'accord que pour que l'imagination travaille et soit fertile, il faut que la vie fleurisse autour de nous. C'est pas faux. C'est bien dit, en plus. C'est littéraire, ce que voilà. J'attendais le petit commentaire. Bravo. Enfin, bravo, bravo l'auteur. Et donc, on a Guy Tofongui, qui est un auteur ivoirien qui vit au Sénégal et qui a sorti Le Dîner déconfiné, qui est une histoire à l'eau de rose. Donc, comme tu les aimes. Comme je les aime, mais qui ne parle pas que d'amour. Donc, c'est une histoire entre Mouna et Serge qui se rencontrent sur Internet. Vraiment de façon inattendue et avec le coronavirus, le confinement, ils échangent et puis finalement il naît une histoire d'amour entre les deux, sauf qu'au moment de se rencontrer, il y a le confinement. Voilà. Et ça, Serge va braver tout le pays pour aller retrouver sa belle. Ils sont dans 2 villes différentes du pays. Et il va même forcément se rencontrer malgré que les frontières sont fermées. Oui. Non, c'est à l'intérieur du pays. Et ils se rencontrent ou pas à la fin? Ils se rencontrent. Tu dis pas tout, mais au moins... Non, le dîner, c'est pendant le confinement. Ils se sont dit, bon, écoute, on ne peut pas se voir, qu'est-ce qu'on fait? Donc, chacun devant son écran se met bien avec son dîner, quoi, une belle musique. Et puis, c'est très... J'ai adoré. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'amour, c'est tout ce qui est abordé dans ce livre. Donc, la médecine traditionnelle, si aujourd'hui on arrive à un niveau où on se rend compte que la médecine moderne a ses limites par rapport au coronavirus, justement, pourquoi ne pas explorer d'autres pistes? C'est un peu... en tout cas, il a été guéri par la médecine traditionnelle parce qu'il a contracté le coronavirus. Donc, je pense que c'est surtout pour dire qu'il y a des pistes à explorer à ce niveau-là et qu'il ne faut pas se fermer à d'autres options. Voilà. En plus de ça, il parle de l'utilisation des réseaux sociaux, de la responsabilité des jeunes dans le développement des pays, le non-respect des mesures barrières, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut le constater un peu partout que personne ne respecte plus rien, malheureusement. Et puis voilà, donc c'est un livre qui est riche. J'ai beaucoup aimé parce qu'il est riche en vocabulaire. Je pense que l'un des objectifs qu'on se fixe quand on lit, c'est d'apprendre. Et donc, il y a beaucoup de mots, de nouveaux mots qu'on découvre. C'est bien de le lire avec un petit dictionnaire quand même. Non, c'est accessible. D'accord. Mais il y a quand même des... Voilà, il y a quand même... Et le livre est sorti où? Ici, à Abidjan? Ici, à Abidjan, il y a 2 mois. À combien? Il est à 5 000 francs. Voilà. Et les éditions, c'est? C'est les éditions Kamit. Voilà, donc je vous le recommande si vraiment vous aimez les histoires à l'eau de rose comme moi et que vous êtes un peu fleur bleue, voilà. Le dîner déconfiné, c'est que alors c'est vrai que maintenant en Côte d'Ivoire ça parle moins aux gens parce que ça y est, on a quand même rouvert et tout va assez bien, enfin, plus ou moins. Mais dans le reste du monde qui est encore plus, qui est plus confiné que nous, c'est vrai que les relations amoureuses ont changé radicalement aujourd'hui. Les gens se rencontrent sur Internet, ils se parlent pendant des mois, ils ont des relations. Je suis plus traditionnelle, moi. Oui, mais après aujourd'hui, si t'as pas le choix, tu fais comment?
Non, on a pendant toujours... un an, 2 ans, Et le livre tu rencontres a un personne. happy ending ou bien... Ah non, je peux Oui, pas le dire, oui, il y a un Oui, happy ending. Bah oui. On va spoiler le livre. Mais c'est pas comme ça se fait. mais c'est un happy ending. D'accord, ok, Mais regardez, il y a rien qu'à voir ça, on sait, la première de couverture. T'aurais pas dû. Mais bon, c'est Bon, pas ça grave, moi va. je veux savoir. Moi, c'est ça qui me pousse à aller lire un Lucie, bon, parce que si après la fin, c'est pas trop chic, ça va. D'accord, ok. Merci beaucoup, Didja. Merci, mesdames. Je pense qu'on va se retrouver tout juste après la pub pour la rubrique Sans tabou. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici, dans notre laboratoire. On va passer maintenant à la rubrique Sans tabou. Alors les filles, aujourd'hui on va répondre ou on va essayer de donner des conseils sur une préoccupation d'une internaute qui nous a contacté anonymement. Elle a un problème avec son mari. Vous allez donner votre avis. D'accord. On vous invite également à réagir sur les réseaux sociaux au sujet de ce souci. Alors, je vous explique le problème. Elle dit, Vas-y. son mari sent. D'accord. Alors voici, elle dit sent mauvais. Ok. Il sent pas bon. Voici ce qu'elle expose. Elle l'explique, je cite, « Mon mari ne fait aucun effort sur le plan hygiénique. Il peut passer une journée entière sans prendre son bain les week-ends, même quand il est à la maison. En semaine, c'est un bain par jour le matin avant d'aller au travail. Souvent même, le gars oublie de se brosser les dents. Oh my God. Ça fait bientôt 3 ans de vie commune. Elle dit, j'ai parlé jusqu'à... Il ne change pas. Quand je lui dis, va te laver, il me demande s'il sent. Du coup, son hygiène a un impact sur nos moments intimes. Je ne veux plus qu'il m'embrasse. On fait l'amour comme des vieux et souvent même, je me refuse carrément à lui. Je n'arrive pas à être à l'aise. Du coup, j'ai l'impression que je ne l'aime plus. Et le pire, elle termine en disant que souvent... C'est pas le pire, ça encore. Non, non, voilà, c'est le pire. Ça, c'est le pire même. Que souvent, il fait ses besoins et qu'il ne lave pas, voilà, ne se nettoie pas. Et qu'elle retrouve souvent certaines choses dans le caleçon. Oula. Elle n'en peut plus. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Même moi, là, j'en peux plus, en fait. Bon, en fait, Qu'est-ce qu'elle doit faire? déjà même là, moi je pense que déjà le gars te demande s'il sent. Mais réponds oui. Ça, c'est la première des choses. Non, elle a parlé jusqu'à là. Elle dit que Elle le dit gars que non. dit, il lui demande, quand il dit va te laver, il dit est-ce que je sens? Mais dis oui. Mais elle explique aussi que ça fait 3 ans qu'elle sont essaye de lui ensemble, qu'elle essaie de lui parler et expliquer le mais problème. peut-être de manière gentille, peut-être sans vouloir le vexer ou le frustrer, mais Non, que peut-être ça qu'elle ne est change sensible. Mais pas. si tu dis à ton mari, va te laver, excuse-moi, Il doit il comprendre. va que- prendre ça un peu bizarrement, en quoi. mal. Peut-être Ouais, que c'est, peut-être Va que c'est te ça. laver, genre l'ordre, va te laver. Ouais, c'est un tu ordre. vois. Alors que je me dis, dans son cas, elle devrait prendre ça avec un peu plus de romantisme. Je ne sais pas s'il y a du romantisme ici, mais tu vois, elle a invité à prendre leur douche ensemble, le matin, faire des petits jeux, je sais pas moi, quelque chose. Mais là... Dis-toi ce que tu dis là. Pendant C'est 3 bien, ans. hein. Mais pour quelqu'un Non, qui mais moi, clairement a des problèmes la d'hygiène... question que je me pose, c'est comment elle a tenu jusque-là, en fait. C'est vrai, ouais. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui a des problèmes d'hygiène, je pense qu'ils sont ancrés. Peut-être que c'est des habitudes qu'il traîne depuis son enfance, on n'en sait rien. Peut-être, oui. On n'a pas assez d'infos, je pense, mais c'est difficile au quotidien de voir faire tu vois, comme limite, c'était la maîtresse d'école. ouais, c'est ça. Il faut te laver, mets du parfum, va te brosser les dents. Enfin, moi, je pense que ça doit être épuisant, quoi. À un moment donné, ce que moi j'aurais proposé, c'est... alors, il y a 2 choses. Tu continues, tu essayes d'être très claire et très sèche avec lui en lui disant « Là, je n'en peux plus ». À partir de je pense qu'au bout de 3 ans, quand même, vous avez dépassé une certaine intimité. Donc, tu peux lui dire des choses, même si ça le vexe. Oui. Vraiment, c'est compliqué. Maintenant, si à un certain moment, tu n'arrives plus ou le monsieur ne t'écoute pas, on peut essayer de voir si on peut en parler à un proche à lui pour essayer de lui faire comprendre l'ampleur de la situation, même si c'est un peu honteux. Et à la dernière option, je pense que si vraiment il réussit à se laver pour aller au travail et qu'il n'arrive pas à avoir une certaine hygiène pour sa femme, il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup, il faut faire comme si... Enfin, je dirais même le quitter. C'est un peu dur, hein, mais il faut marquer le coup. Ouais. Et peut-être que quand tu vas marquer le coup, peut-être si vraiment il aime, il va réagir. Moi, je pense qu'en fait, ça doit être une question peut-être de coutume. Il y a des personnes qui utilisent certaines choses qui font qu'ils ne se lavent pas. Donc, ça peut arriver. Peut-être il y a des coutumes, il y a des traditions. Je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Et donc, si c'est le cas, elle va essayer de voir si ça l'arrange. Il fait quand même pas le bourreau.
Ah, je sais pas. Il va au mais travail le matin, donc ça veut dire qu'il fait pas le Il y boulot. a des gens où c'est leur coup. Je sais pas, parce que ça doit s'expliquer quelque part. Est-ce qu'il y a pas un côté spirituel Il doit bien y avoir une raison quelque part. quelque part. Spirituel, Donc déjà, il faut trouver même l'éducation à la maison, c'est une douche le matin, une douche le soir. Ça, c'est l'éducation que tu penses qu'on donne à tout le monde. On donne pas forcément la même éducation à tout le monde. Parce que imagine un monsieur comme ça, lui va donner quelle éducation à son enfant? Lui-même qui ne se lave pas, tu vois? Donc ça, c'est ce que tu penses être basique, mais pour d'autres, ça l'est pas. Pour la génération passée, c'est ça, exactement. Non, c'est vrai, c'est la femme doit pouvoir analyser elle-même et puis se dire, est-ce que c'est ça là que mon mari fait? Est-ce que c'est coutume? C'est quoi? Déterminer les causes. Et du coup, si ça l'arrange, elle accepte de rester avec un homme comme ça. Si ça ne l'arrange pas, elle part. Non, je pense que là, ça ne l'arrange pas, parce que ça fait 3 ans que ça dure. Je pense qu'au début, elle s'est peut-être dit, ça va aller, il va peut-être changer, etc. Mais elle se rend compte que ça ne va pas. Enfin, si tu as tout fait, tu as épuisé toutes tes ressources, ma chérie. Mais pour moi, c'est la grande erreur. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, on n'a pas assez d'informations, encore une fois, j'ai pas envie de dire des choses qui sont peut-être pas exactes, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de problème qu'il faut essayer de régler très rapidement dans une relation. Dès qu'on les voit. Je ne dis pas que c'est trop tard, je pense qu'il y a peut-être une résolution possible, comme tu dis, peut-être par la médiation, mais moi, je pense qu'effectivement, il y a certains hommes, peut-être pas tous, et même certaines femmes, qui réagissent pas à l'ultimatum, pas l'ultimatum, mais quand il y a une action qui est posée, quand il y a un choc, et ça peut être une sorte de réveil, tu vois. Donc, alors, je dis pas forcément quitter le domicile conjugal, peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que c'est quelque chose qui s'en rapproche, tu vois, c'est-à-dire limite faire chambre séparée. Je sais pas. Non, parce que de toutes les façons, à un moment donné, ça détruit. Elle-même, elle n'a plus envie de lui. C'est-à-dire que tu dors même pas dans le même lit, c'est-à-dire que tu lui demandes d'aller sur le canapé. Je sais pas, si elle n'est pas prête encore à sortir de la maison. Moi, je pense aussi qu'elle peut parler à ses parents. Parce que souvent, les parents, ils peuvent mieux conseiller. Parce qu'il peut prendre ça mal si ça vient. De sa position, aller voir les parents pour dire... Mon mari se lave pas. C'est un peu honteux quand même. C'est lourd. Mais c'est eux qui l'ont élevé, donc peut-être. Et on n'a pas d'informations, mais imaginons qu'elle ait un enfant ou des enfants avec lui. C'est pas évident aussi de partir comme ça du jour au lendemain. Non, c'est clair. Et puis je pense que c'est délicat. Pose la question, c'est peut-être qu'elle essaie elle a envie que ça change, exactement. La séparation et le divorce, c'est normal. Moi, personnellement, je trouve que le confort d'une personne va au-delà de l'autre. Si tu n'es pas à l'aise avec cette personne et que tu estimes qu'à un moment donné, tu as fait tout ce qu'il fallait, écoute, il s'agit de ta vie. Moi, je pense qu'il s'agit de ta vie. Il faut que tu décides toi-même. C'est une décision qui est difficile à prendre, mais si tu lui poses un ultimatum, si ça ne change pas, je pense que... Parce que après, c'est pas un enfant. Hein. Tu vas pas lui faire la police derrière. Pas lui faire la police quand il veut aller au travail, par exemple, il se lave pour aller le matin. Ça veut dire que là-bas, il veut sentir bon. Mais quand il est avec toi, à la maison, les week-ends, il ne se lave pas. Ça veut dire que toi, tu ne lui dis rien, en fait. La moindre des choses, quand il va faire ses besoins même qui sont mauvais là. Lui, il lave pas. Ça veut dire que toi-même, là, ta présence ne lui dit absolument rien. C'est vrai que c'est ça la réalité. Il n'y a même pas d'effort. Il s'est bien laissé aller, absolument. Il y a une idée qui me vient comme ça en tête, c'est que souvent on reçoit des coachs en plateau, on parle de conseils matrimoniaux. Peut-être que si on ne veut pas impliquer sa famille ou ses proches, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même assez sensible. C'est embarrassant. Embarrassant, du moins, ça peut peut-être créer de la honte. Peut-être qu'une troisième partie qui est neutre et qui ne connaît qui n'a pas d'intérêt particulier dans l'histoire, peut aider à dépasser ce problème. Il se fâche qu'elle a pas non, mais je me dis, si on va avoir un coach, on ne va pas dire au coach de le prendre frontalement. S'il a de l'expérience, il saura comment aborder la question. Peut-être qu'il faudrait essayer ça. Genre le coach fait comme s'il ne sait pas, il vient et puis le coach dit, on a des problèmes. Non, pas comme ça, mais c'est un problème. Mais c'est un problème, il faut en parler. Il faut d'abord lui en parler. Il faut être très clair, très sèche, même souvent très dur. Ah, chérie, excuse-moi, mais ça fait 3 ans que je suis avec toi. Tu sens. Il y a des problèmes que je n'arrive plus à supporter ça. Brosse-toi les dents, fais ci, fais ça. Si tu m'aimes, tu arrêtes. Sinon, je pars. Ouais. C'est clair. C'est parce que souvent, quand on veut dire des choses doucement, la personne, ça ne rentre pas. Il faut être truc. La théorie de l'électrochoc. Oui, c'est ça. C'est vrai. Bon, écoutez, les filles, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. J'espère que nos conseils aideront notre internaute et que ce sera peut-être bénéfique pour votre couple. On vous le souhaite en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis tout le long de cette édition des Femmes d'ici. On espère que vous avez réagi également sur nos pages Facebook ou Instagram. On vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même plateau sur NCI. À demain.